Chers élèves de la 4e année section sport, bonjour. Je me présente. Je suis Waslet Issim, enseignant des sciences physiques. Dans le cadre de l'étude de l'énergie mécanique des systèmes physiques, et après avoir étudié précédemment la première forme qui est l'énergie cinétique, on va s'intéresser lors de cette séance à l'étude d'une deuxième forme qui est l'énergie potentielle. Ce cours est préparé sous la direction de M. l'inspecteur Gharsala Adel. Commençons tout d'abord par vous présenter le plan de cette leçon. Dans un premier paragraphe, on va faire un rappel concernant certaines notions vues précédemment. Dans le deuxième paragraphe, on va essayer de mettre en évidence le concept de l'énergie potentielle. Dans le troisième et le quatrième paragraphe, on va essayer de découvrir les deux formes d'énergie potentielle, à savoir l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique. Par la suite, on va essayer de déterminer l'expression de la variation de l'énergie potentielle d'un système. Et enfin, on va finir donc cette leçon par une petite évaluation. Alors, commençons par le rappel. La première notion de laquelle on va se rappeler, c'est le travail d'une force constante. D'abord, qu'est-ce qu'une force constante? Alors, une force est dite constante lorsque sa valeur, son sens et sa direction ne varient pas au cours du temps. Prenons donc le cas de ce système. Donc, ce système est soumis sous l'action d'une force F. On constate que lors de son déplacement, la force F reste constante. Et notez bien que le point d'application de cette force a fait un déplacement. Donc, la force a réalisé un travail. Donc, quelle est l'expression du travail de cette force? Alors, le travail d'une force constante F lorsque son point d'application se déplace d'une distance AB est le produit scalaire de F par le vecteur déplacement AB. Il est noté, travail donc de F de A vers B égale norme de F fois norme du vecteur déplacement AB qui n'est autre que la distance AB fois cos de l'angle alpha, avec alpha et l'angle entre le vecteur déplacement et le vecteur force. Concernant donc les unités, le travail dans le système international s'exprime en joules, la force en newton et la norme du vecteur AB en mètres. Une question qui se pose maintenant. Si le point d'application de la force suit un chemin quelconque, en est-il de même pour l'expression du travail de cette force? La réponse, c'est évidemment oui, car le travail d'une force constante est indépendant du chemin suivi. Maintenant, à titre d'exemple, on va prendre ce dispositif. Il est formé d'un solide S1 posé sur un plan horizontal rugueux, attaché à un solide S2 par l'intermédiaire d'un fil inextensible et de masse négligeable et qui passe sur la gorge d'une poulie supposée aussi de masse négligeable. Alors, le solide S1 il est soumis sous l'action de 4 forces, la force de frottement, la tension T' du fil, son poids P' et la réaction du plan horizontal. Le solide S2 il est soumis sous l'action de 2 forces, la tension T du fil et son poids P. Alors, sachant que le fil est inextensible et de masse négligeable, donc on peut montrer que la norme de la tension T est égale à la norme de la tension T'. Alors, si on abandonne ce système à lui-même, donc le solide S2 se met en mouvement et fait entraîner avec lui le solide S1. Donc, chacune des forces a fait un travail.
on va essayer de déterminer le travail de chaque force. On reprend l'expression du travail d'une force constante qu'on va l'appliquer aux différentes forces. Commençons par la tension T'. La tension T', elle est collinéaire et de même sens que le vecteur de déplacement AB. Donc, l'angle alpha entre les deux vecteurs est égal à 0. Son cosinus égale à 1. Donc, le travail de T' doit être égal à la norme de T' fois la norme du vecteur AB. Pour la réaction R, elle est orthogonale au vecteur de déplacement. Donc, l'angle alpha égale à pi sur 2. Le cosinus de pi sur 2 égale à 0. Alors, donc, le travail de R est nul. La réaction n'a pas de travail. C'est pareil pour le poids P', qui est aussi orthogonal au vecteur de déplacement, donc son travail est nul. Maintenant, pour le travail de la force F, qui est une force résistante, elle est opposée au vecteur de déplacement. Donc, l'angle que fait cette force, le vecteur de déplacement égale à pi, le cosinus de pi égale à moins 1, ce qui donne travail de F de A vers B égale moins norme de F fois vecteur de déplacement AB. Bien, on passe maintenant pour déterminer les travaux des forces exercées sur le solide S2. Le solide S2 donc, a fait un déplacement d'une position C à une position D. Alors, le travail de la tension T est égal à moins norme de T fois CD. En effet, le vecteur force T est opposé au vecteur déplacement CD. Donc, il fait un angle égal à pi, dont le cosinus égale à moins 1. Donc, ce qui donne travail de T de C vers D égale moins norme T fois CD égale moins norme de T fois Z1 moins Z2. Avec Z1 et Z2 sont respectivement donc, les abscisses des positions C et D. Pour le poids P, le poids il est collinéaire et de même sens que le déplacement, le vecteur déplacement. Donc, le travail de P de C vers D est égal à norme de P fois CD, qui est égal à norme de P fois Z1 moins Z2. Maintenant, on passe pour voir le travail d'une force variable. Comme force variable, on va prendre la tension d'un ressort. Donc, ici, on a un pendule élastique disposé horizontalement sur un plan horizontal. Initialement, donc, le ressort il est non déformé. Par la suite, on fait allonger donc, le ressort, on fait déplacer le solide à une position A, ce qui donne un allongement du ressort. Quand on le lâche, donc, le solide il va se déplacer vers une position B pour laquelle le ressort est comprimé. Donc, la tension T du ressort, qui est une force de rappel, a fait un travail. Alors, à quoi est égal le travail de cette force? Alors, notez bien que XA et XB sont respectivement la déformation initiale et la déformation finale d'un ressort de leader K et soit T sa tension. L'expression du travail de la tension T de A vers B est égale à n demi K XA carré moins n demi K XB carré. On passe maintenant à la troisième notion qui est l'énergie cinétique. C'est quoi l'énergie cinétique? L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie qu'il possède du fait de son mouvement. Donc, si un solide S animé d'une vitesse V, son énergie cinétique, lorsqu'il est en mouvement, donc elle est donnée par l'expression EC est égale n demi mv carré. Concernant donc les unités, l'énergie cinétique dans le système international s'exprime en joules, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres secondes moins 1. On passe maintenant à la mise en évidence du concept de l'énergie potentielle. On passe maintenant pour observer donc une séquence vidéo d'une compétition de tir à l'arc. Donc, vous observez donc que le tireur, il a attiré la flèche vers lui, puis il a lâché la corde. Une deuxième fois. Hein? Donc,
un autre tireur. Vous observez, donc, il attire vers lui la flèche à l'aide de la corde, puis il lâche. Donc, la flèche sera propulsée. On passe pour analyser physiquement donc le geste sportif. Voilà ce premier cas de figure. Donc le tireur effectue un travail en déplaçant la flèche vers lui. Il communique de l'énergie à la corde. Ensuite, en lâchant la corde et tirée, l'énergie stockée dedans est transférée à la flèche sous forme d'énergie cinétique. Alors donc l'énergie stockée est due à la déformation de la corde. Une deuxième situation, le soulèvement d'un corps. On a une boule posée sur un plan horizontal. Un sportif va soulever cette boule pour le placer au point A, se trouvant à une altitude h par rapport au sol. Donc, il a soulevé la boule. Par la suite, il a placé la boule au point A. Alors, dans ce cas, le sportif effectue un travail en soulevant la boule. Notez bien qu'au point A, la boule est immobile, alors son énergie cinétique est nulle. Il suffit de déséquilibrer la boule pour qu'elle se mette en mouvement. Donc, elle acquiert une énergie cinétique. Une question, d'où vient cette énergie cinétique? Alors, grâce au travail effectué par le sportif, il a communiqué à la boule une énergie qui est stockée sous une forme différente de l'énergie cinétique. En effet, l'énergie cinétique au point A elle est nulle. Cette forme d'énergie stockée est transformée en énergie cinétique quand la boule est déséquilibrée. L'énergie stockée est due à la position de la boule dans le champ de pesanteur. Maintenant, quelle est la notion d'énergie potentielle? Donc, l'énergie stockée est appelée énergie potentielle. Le mot potentiel vient du latin poter, qui veut dire pouvoir. D'où la définition. L'énergie potentielle est l'énergie emmagasinée qu'un système possède en raison de sa position dans le champ de pesanteur ou de sa forme. Quand l'énergie potentielle dépend de la position, on l'appelle énergie potentielle de pesanteur. Et quand elle dépend de la forme, on l'appelle énergie potentielle élastique. On passe maintenant pour découvrir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. On considère une boule soulevée à une hauteur h par rapport au sol. Quand la boule est lâchée, elle se met en mouvement descendant et crée un creux dans le sable. Alors, la boule de masse m a acquis de l'énergie du fait de sa position, son altitude par rapport à la Terre. Cette énergie emmagasinée est due à l'interaction gravitationnelle entre la boule et la Terre. Alors, on la qualifie d'énergie potentielle de pesanteur du système boule plus Terre, qu'on note EPP. On peut noter que la profondeur du trou croît avec la masse m de la boule et la hauteur h. Ainsi, l'énergie potentielle du système boule plus Terre est une fonction croissante de la masse m de la boule et de la hauteur h de la boule par rapport au sol. Donc, on peut déduire que l'énergie potentielle de pesanteur de la boule, alors lorsque elle se trouve à une altitude z par rapport au sol, elle possède une énergie dont l'expression EPP est égal à m fois g fois z. Concernant les unités, la masse est en kilogrammes. Dans le système international des unités, g est exprimé en newton kilogramme moins 1, z
en mètres et l'énergie potentielle de pesanteur en joules. Prenons donc les deux positions. Lorsque la boule est au poids A, son énergie potentielle de pesanteur, c'est mgza. Quand elle est à la position B, son énergie potentielle de pesanteur, c'est mgzb. Maintenant, on va essayer de déterminer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur quand un système donc, se met en mouvement. Ici, on a la boule qui passe d'une position A se trouvant à une altitude ZA par rapport au sol à une position B se trouvant à une altitude ZB par rapport au sol. Notez bien qu'au niveau de la Terre, l'énergie potentielle de pesanteur est nulle. Alors, la variation de l'énergie potentielle est égale à l'énergie potentielle finale EPPB moins l'énergie potentielle initiale qui est EPPA. Or, l'énergie potentielle en B, c'est mgzb. L'énergie potentielle de pesanteur au point A, c'est mgza. Alors, la variation de l'énergie potentielle allant de A vers B, c'est mgzb moins mgza, qui est égal à mgzb moins za. Une question qui se pose. Quelle est la relation entre la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, dans ce cas, avec le travail du poids? On a vu que le travail de P allant de A vers B, c'est moins mgzb moins za. Je reprends l'expression de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur. Elle est égale à mgzb moins za. Donc, vous constatez que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est l'opposé du travail de P. Maintenant, on va passer à la deuxième forme de l'énergie potentielle, qui est l'énergie potentielle élastique. Son expression. Alors, on considère un pendule élastique posé horizontalement. Le solide S est initialement à l'origine O du repère. Dans ce cas, le ressort il est non déformé. Si on comprime le ressort, donc il acquiert une énergie potentielle élastique. La boule est en contact avec le ressort. Alors, en lâchant le ressort, donc il va propulser la boule. Donc, le ressort, il a transmis son énergie potentielle élastique à la boule. Cette énergie est transférée en énergie cinétique. Alors, en saut détendant, le ressort entre en interaction avec le solide libre, pris au repos, et l'énergie élastique initialement stockée dans le ressort est transférée à ce solide sous forme d'énergie cinétique. On peut mettre en évidence que l'énergie cinétique transférée à la bille, elle augmente avec deux paramètres qui sont la raideur K du ressort et la compression X. Alors, l'énergie potentielle EPE emmagasinée dans un système solide plus ressort est une fonction croissante de la raideur K du ressort et de sa compression X. Alors, on peut dire que l'expression de l'énergie potentielle élastique d'un système solide plus ressort est EPE égale à 1 demi K X carré. Concernant les unités, K est exprimé en Newton mètre moins 1, X est exprimé en mètres, EPE est exprimé en joules. La variation de l'énergie potentielle élastique. On considère donc toujours le pendule élastique disposé horizontalement. Avec l'origine O du repère, c'est la position du solide lorsqu'il est en équilibre.
Alors, quand il se met en oscillation, il va passer par deux positions A et B. Alors, la tension du ressort effectue donc un travail. La variation de l'énergie potentielle de A vers B, c'est l'énergie potentielle au point B moins l'énergie potentielle au point A. Sachant que l'énergie potentielle au point A, c'est n demi K XA carré. L'énergie potentielle élastique au point B, c'est n demi K XB carré. Alors, la variation de l'énergie potentielle élastique de A vers B, c'est n demi K XB carré moins n demi K XA carré. Je pose la question suivante. Quelle relation existe entre la variation de cette énergie potentielle élastique et le travail de la tension T du ressort? On a vu que le travail de la tension du ressort lorsque son point d'application passe de A vers B est égal à n demi K XA carré moins n demi K XB carré. Donc, on constate que la variation de l'énergie potentielle est égale à l'opposé du travail de la tension. Maintenant, on passe à la variation de l'énergie potentielle. On a vu que pour le système solide plus terre, on a la variation de l'énergie potentielle de pesanteur est égale moins le travail de P. Et notez bien que le P est une force conservative, force non dissipative. De même, pour le système solide plus ressort, on a vu que la variation de son énergie potentielle élastique égale moins le travail de la tension T du ressort, qui est aussi une force conservative. Alors donc, P étant des forces intérieures non dissipatives, alors on peut définir l'énergie potentielle d'un système comme étant la forme d'énergie liée à l'existence des forces intérieures non dissipatives, produisant au cours d'une déformation donnée du système un travail indépendant du chemin suivi. On note l'énergie potentielle totale, c'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie potentielle élastique. Alors, donc, la variation de l'énergie potentielle d'un système déformable entre deux instants donnés est égale à l'opposé de la somme algébrique de tous les travaux des forces intérieures non dissipatives agissant sur le système entre ces deux instants. D'où la notation, donc variation de l'énergie potentielle est égale à moins la somme des travaux de toutes les forces intérieures non dissipatives. Maintenant, on va finir par un petit exercice d'application. L'énoncé de l'exercice. L'athlète cubain Javier Sotomayor, spécialiste du saut en hauteur, a les caractéristiques physiques suivantes. Sa masse M, c'est 85 kg. Sa taille L égale 1,92 m. On admettra que le centre d'inertie de l'athlète se situe à mi-taille et qu'au cours du saut, il passe à 20 cm au-dessus de la barre. On donne, dans ce cas, l'intensité de pesanteur G égale 9,8 Newton/kg moins 1. Une première question. Déterminer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur du système athlète plus terre au cours d'un saut où il a battu le record du monde en franchissant la barre placée à une hauteur h égale à 2,45 m. La réponse. Le centre d'inertie est à mi-taille. Il est donc à la hauteur h1, qui est la taille de l'athlète divisé par 2, c'est 0,96 m. Par la suite, il passe à 20 cm au-dessus de la barre, soit à une hauteur h2 est égale à 2,45 m plus 0,22, c'est 2,65 m. Alors, la variation de l'énergie potentielle, c'est M fois G fois H2 moins H1. L'application numérique donne 1407,77 joules. Une deuxième question. Sotomayor arrive devant la barre avec une vitesse de valeur V égale à 21,6 km/h moins 1. Calculez la hauteur
maximale Hn qu'il pourrait théoriquement atteindre s'il transmet toute son énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur. La vitesse, c'est 21 km/h-1. En unité du système international qui est mètres seconde moins 1, je divise par 3,6, ce qui donne 6 mètres par seconde. Alors, l'énergie cinétique à l'arrivée donc devant la barre, c'est n demi mv carré, qui donne 1530 joules. Cette énergie sera totalement transférée en énergie potentielle. Donc, énergie cinétique égale mg fois h2 moins h1. Alors, h2 sera EC divisé par m fois g plus h1, ce qui donne 2,80 mètres. Alors, une question que je le pose. À quelle hauteur Stottmeyer a passé au-dessus de la barre? On a vu que la barre est à la hauteur de 45 mètres. Donc maintenant, il a passé à une hauteur de 2,80 moins 2,45, c'est 0,35 mètres. Alors, au terme de cette leçon, on va citer les objectifs de cette leçon. Donc, chaque élève doit être capable de donner la définition du travail d'une force constante. Il doit être aussi capable d'exprimer le travail du poids d'un corps. Il doit être aussi capable d'exprimer le travail de la tension d'un ressort de Rüder K. Définir l'énergie potentielle. Et finalement, exprimer les énergies potentielles de pesanteur et élastique. Aussi exprimer la variation de l'énergie potentielle. Alors finalement, je dis donc merci pour votre patience et pour votre attention. Bonne réussite et à la prochaine.